va parler maintenant de l'avenir. Et sur la nouvelle table ronde qui est identifiée la cybersécurité de demain, eh bien, sont conviés, et pour la première fois, Philippe, Cédric, Benoît, Alan. Donc Cédric, je l'attendais là, j'ai regardé le fauteuil. Donc effectivement, le sujet qui nous amène maintenant est vraiment, là on est sur l'avenir, Madame Irma, peut-être, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut prévoir notre avenir? Mais la question que je vais poser en priorité pour commencer à Philippe, c'est qu'est-ce qu'on entend par cybersécurité de demain? Oui, comme personne ne me connaît ou pas beaucoup de monde, juste un petit mot. Donc, je m'appelle Philippe Le Foll, je fais partie d'une petite société qui s'appelle IoT BZH. On a 30 ingénieurs qui sont en centre-ville à Lorient. On est assez peu connus localement, on bosse principalement avec le Japon. On a peut-être entendu parler de nous puisqu'on a été retenu dans le cadre du grand défi cyber et qu'on a récupéré un petit demi-million d'euros là, du milliard, ce qu'on ne trouve pas beaucoup d'ailleurs. Enfin, c'était quand même la bonne nouvelle du début de l'année. Hein. Et puis, néanmoins, si vous avez une télévision Samsung, vous utilisez des technos chez nous, puisqu'en fait, on a fait la sécurité du système d'exploitation. Où tout à l'heure, on a parlé de la fédération d'identité. Et en fait, j'ai aussi fait partie de l'équipe technique qui a inventé la fédération d'identité et qui a écrit notamment la norme SAML 2 et OpenID Connect en partie. Voilà. Alors, peut-être pour passer un petit peu le débat sur demain, la bonne ou la mauvaise nouvelle, ça dépend de quel côté on regarde, c'est que le risque cyber, il ne va pas disparaître en fait. Hein. D'une part, la valeur de la digitalisation dans les entreprises n'arrête pas d'augmenter, et donc il y a de plus en plus de choses à voler, donc c'est un business intéressant. Et puis la complexité des systèmes digitaux n'arrête pas d'augmenter. On n'en a pas trop parlé de ça, mais c'est vrai que c'est un vrai souci qui est en fait la multiplication de la complexité. Alors, je vais vous donner juste un exemple. Hein. Dans une voiture, entre il y a 5-6 ans et maintenant, on a multiplié par 100 à peu près le nombre de lignes de code. Donc on est passé de quelques dizaines de milliers à plusieurs dizaines de millions. D'accord ? Donc c'est gigantissime. Sur Linux, rien que sur Linux, on a entre 3 et 5 vulnérabilités connues qui sont publiées tous les jours. D'accord ? Et on est en fait dans une complexité ouverte. Plus on avance, plus c'est compliqué. Et donc, plus les surfaces d'attaque augmentent et plus potentiellement il y a de business à faire pour les hackers. Quoi. Donc ça, c'est la bonne ou la mauvaise nouvelle. Ça dépend de quel côté on se situe, effectivement. Alors, un autre souci qui a été en partie abordé, je pense, par toi, qui est que c'est pas facile d'avoir un budget pour la partie cybersécurité, parce que tout le monde sait qu'il y a un coût, d'accord, ça c'est certain. Par contre, où est le revenu attaché à la cybersécurité? Et donc, dans un monde où on est très court terme, c'est très difficile de convaincre une direction, ou encore pire, des investisseurs, pour se lancer dans une opération complexe dans laquelle il n'y a pas forcément de ROI. D'accord ? Donc ça, c'est un vrai souci. Et en fait, après, derrière, viennent tout un tas de normes. On en a un petit peu parlé. Alors nous, on a des normes un peu spécifiques, puisqu'en fait, il y a des normes par pays, par secteur d'activité. Dans l'automobile, on a la 26-26-2, par exemple. Dans l'industrie, il y en a une autre qui est la 62-443. Aux États-Unis, il y a la NIST 800. Enfin, il y en a plein. Et c'est pas forcément simple de se retrouver dans tout ce fourbi de normes, en fait. Qu'est-ce qu'on doit suivre? Laquelle est la bonne? Alors, en plus, les normes sont très haut niveau en général. Et donc, elles vont vous dire, par exemple, à chaque fois qu'il y a une nouvelle vulnérabilité de sécurité connue, vous devez la corriger. Par contre, ils ne vont pas vous dire comment faire. Quoi. Donc ça, c'est démerdez-vous, en fait. Hein. Donc ça, c'est un petit peu le défi. Alors, il y a quand même quelques gros avantages aux normes. J'en vois deux principalement. Il y en a un, c'est que ça permet d'obtenir des budgets de la part de la direction. Et comme on a vu, ce n'est pas forcément simple parce qu'il n'y a pas de ROI. Donc, la norme est une bonne manière de faire ça. Et l'autre élément, c'est que dans l'ensemble, elles n'ont pas été écrites par des gens trop stupides. D'accord ? Donc, je ne le dis pas parce que j'ai écrit des normes, mais parce que d'une manière générale, c'est quand même comme ça que ça se passe. Et que donc les suivre, normalement, fait avancer le schmilblick dans la bonne direction. D'accord ? Donc ça, c'est quand même le côté positif. Alors, je rappellerai quand même une attention, c'est que
il faut faire attention au fait que faire des croix dans les bonnes cases, ça n'a jamais éliminé un risque. D'accord ? Et donc, ce n'est pas parce que vous avez des extincteurs neufs que vous n'allez pas avoir un risque d'incendie. Donc ça, c'est un point qui est très important à prendre. Et donc, plus important que les certifications en tant que telles, c'est vraiment la mise en œuvre des bonnes pratiques qui est importante. C'est vraiment ça qu'il faut suivre. Et donc, je terminerai par la cyber de demain et donc prévoir le défi. Le futur, c'est toujours un peu risqué. Alors, on verra dans quelques années si j'avais raison ou tort. Je me suis déjà un peu planté sur certains cas dans cet exercice. À mon avis, l'enjeu de demain, c'est pas tant d'interdire ou de bloquer les applications, ce qui a principalement été ce dont on a discuté aujourd'hui. Donc, non sécurisées ou des personnes non sécurisées. Je ne pense pas que ce soit ça le souci. Le vrai souci, à mon avis, c'est d'ouvrir son système à 360 degrés, en fait, afin de pouvoir travailler avec des gens qui sont en partie non sécurisés. D'accord ? C'est donc ça le point qui est important. Et donc, il faut faire un avantage business, en fait, de cette capacité à travailler avec des gens ou des applications qui sont non trustées. Et je rappelle ici une évidence, c'est que le marché des gens en qui vous n'avez pas confiance est beaucoup plus important que le marché des gens en qui vous avez confiance. D'accord ? Donc, alors, on peut faire un comparatif avec la qualité dans les années 90, hein, les normes ISO 9000 et autres. En fait, elles ne sont vraiment devenues rentables que quand on a réussi à réduire en bout de chaîne le nombre de contrôles, quand on a amélioré la qualité des produits, l'expérience client, c'est là que c'est vraiment devenu rentable. Et donc, la cybersécurité, c'est la même chose, en fait. Hein. Il faut arriver, en fait, à ce que ça devienne un avantage compétitif. Hein. Ça doit vous permettre de faire plus de business. Si vous êtes capable de facilement intégrer des applications externes, des bases de données externes, d'exposer vos bases de données à l'extérieur, vous êtes capable de vous ouvrir plus simplement sur des nouveaux business models. Et ça, vous ne pourrez le faire que si votre modèle de sécurité, en fait, est cohérent avec ce que vous voulez faire. Donc, la capacité à gérer des choses non trustées doit être vue comme une opportunité de business. Alors malheureusement, comme ça a été dit, hein, la plupart des sociétés restent sur le modèle de la sécurité du château fort. D'accord ? Donc tout ce qui est dans le château fort, grosso modo, c'est des copains, tout ce qui est à l'extérieur, c'est des ennemis, hein, pour faire simple. Et comme à la fin du Moyen Âge, les villes ont dû casser en fait leurs murs d'enceinte pour s'étendre à l'extérieur. Je suis convaincu que les entreprises devront casser leur modèle de sécurité sous peine de mourir étouffées à l'intérieur de leurs contraintes sécuritaires traditionnelles. Bravo. Moi, j'écoute, bravo, je dis bravo. Ah, super. Et la Cédric qui justement travaille sur les normes et l'augmentation des normes en permanence. En France, on est souvent à rajouter de la norme à la norme par rapport aux obligations RGPD européennes ou autres. Donc, comment ça évolue? Quelles sont les contraintes par rapport à ça? Je sais que Cédric voulait en parler un petit peu de ça tout à l'heure. Il faut savoir que dans les normes, il y a plusieurs choses. D'abord, faire des normes, c'est un business. D'accord ? Et donc, tous les gens qui ont écrit des normes savent qu'il y a un marché pour écrire des normes. D'accord ? Donc, ça, c'est un point important. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des normes sont reprises sous plein d'appellations, avec des numéros différents, etc. Ce qui est important dans la norme, comme j'ai dit, c'est que ça permet quand même quelque part de sacraliser les bonnes pratiques. Donc ça, c'est quand même le côté positif de la norme. Ça permet aussi de faire que tout le monde a un langage commun. Après, effectivement, quand vous lisez les différentes normes, hier, avant de venir à cette conférence, j'ai rapidement parcouru la norme NIST, d'accord, pour les États-Unis sur l'hébergement de données. On constate qu'en fait, on retrouve à peu près les mêmes choses. C'est-à-dire que, grosso modo, toutes les normes disent à peu près la même chose sous des mots différents. Il faut aussi comprendre que les normes, c'est une manière de se protéger. Si vous n'êtes pas compatible NIST 817, vous ne pouvez pas héberger de données américaines. Donc, quelque part, il y a une protection de marché. Le RPGD, chez nous, est aussi une manière de se protéger. Donc, les normes, c'est aussi une manière de protéger son business. D'une manière générale, je pense qu'on ne peut pas avancer dans des domaines aussi flous sans normes. D'accord ? Ça semble quand même obligatoire. Maintenant, on finira par mettre de l'ordre dans tout ce qu'on a là. On a abordé ce sujet tout à l'heure avec une personne du monde de l'assurance qui est intervenue. Et effectivement, les normes nous font progresser dans le bon sens, mais effectivement, il faut
là où le DSI ou la direction financière va avoir un coût, hein, qui est celui de l'acquisition éventuellement d'outils de cybersécurité, et ben, au contraire, il faut effectivement y voir un outil, hein, au service de la productivité et de la compétitivité de l'entreprise. Effectivement, vraisemblablement, demain, sans avoir mis en place des outils et des normes efficaces, et ben, vous, potentiellement, ne serez plus assuré par votre terme de risque civil professionnel. Ce sont des réalités. Il y a, au-delà des problématiques de normes, on voit que la data aujourd'hui est absolument partout. Les utilisateurs sont partout et la sécurité doit être partout aussi. Donc, on en a déjà largement parlé aussi, mais la sécurité n'est pas de la responsabilité de l'entité du service informatique qui finalement n'existe plus en elle-même. On a bien vu, tout à l'heure on en a parlé, la transformation digitale fait qu'il n'y a plus finalement d'espace logique SI. La data est partout, la sécurité doit être partout. Et donc, il faut bien évidemment penser à former, on en a parlé tout à l'heure, former ses utilisateurs, former ses collaborateurs à l'ensemble des risques SI. Évidemment, la partie, on le sait, chez nous, c'est 91% en tout cas des attaques qui proviennent du service de messagerie. Donc, à minima, commencer par là, et on a parlé des outils qui peuvent permettre de s'améliorer. Donc, la formation des utilisateurs fait partie de ces outils, mais évidemment, travailler sur des normes. Et puis, on en a parlé aussi, il faut quand même être optimiste, hein. Les hackers, effectivement, il y a des véritables mafias qui se mettent en place. C'est un business qui est excessivement juteux. Les mafias italiennes organisées qui aujourd'hui, vous imaginez, c'est absolument fabuleux, n'a plus besoin de prendre de risques à faire des GoFast. Il suffit d'être posé dans son salon, acheter, mais je vous promets, il y a des ransomware as a service disponibles sur le dark web. C'est-à-dire vous achetez votre kit de ransomware. Vous achetez après le listing qui va bien et vous êtes un hacker en une demi-heure. Hein, donc c'est très très rapide. Donc il y a des mafias organisées qui font ça. Donc il faut, voilà, se former, c'est absolument indispensable. Avoir des outils qui seront imposés par des normes. Je crains qu'effectivement, voilà, on va être obligé d'imposer ces changements. Mais voilà, il faut rappeler que c'est un avantage concurrentiel. Enfin, elle commence déjà à s'imposer, hein, dans le monde du véhicule, par exemple, la 26-26-2, par exemple, aujourd'hui, une obligation. Hein, donc, tout le monde. Alors après, il n'y a pas que la cybersécurité, parce qu'il y a aussi la partie résilience, hein, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui est quand même un point important. Maintenant, moi, ce que je dis toujours, il faut comparer en fait avec d'autres domaines pour essayer de se projeter un peu, quoi. Et par exemple, si on compare avec le monde de la mécanique, un mécanicien, vous lui dites les injecteurs de chez Bosch de la série temps, ils sont pas bons, il est capable de vous dire s'il en a dans ses voitures, il est capable de faire un plan pour les changer. Si moi demain je vais dans votre entreprise et je dis écoutez, il y a un risque de cybersécurité sur la Glibc ou sur la Libboost que tout le monde utilise un peu partout, de la version 3.14 à 3.16, combien d'entre vous savent me dire quel système est concerné chez eux? Ça veut dire que en fait votre système n'est pas sous contrôle. D'accord. Donc, s'il n'est pas sous contrôle, ça finira forcément par vous exploser la figure. C'est une évidence. Donc, vous devez reprendre le contrôle de votre système pour pouvoir effectivement le maintenir. Il y a un autre exercice qui est très simple à faire. C'est si demain, je vous dis, écoutez, on va faire tourner une application non trustée dans notre système de SI qui va accéder aux bases de données. Comment vous faites? C'est quoi votre stratégie? D'accord. Et vous devriez avoir une réponse. J'ai entendu tout à l'heure des choses qui m'ont choqué. Hein. Le fait de dire, par exemple, on va faire en sorte que les employés n'utilisent pas leur PC personnel. Moi, j'ai bossé pour Sun Microsystems. On a autorisé en 2000 les gens à utiliser leur PC personnel. En 2000, il y a 20 ans. D'accord. Donc, l'avenir n'est pas de dire on va vous imposer d'utiliser une machine qu'on contrôle. L'avenir est de dire on va vous autoriser à utiliser une machine qu'on ne contrôle pas et on va mettre en place l'infrastructure nécessaire pour que vous n'introduisiez pas un risque dans le système. C'est ça l'avenir. D'accord. Alors après, on ne peut pas passer de où on est à où on voudrait être en 2 semaines. Il y a forcément des phases intermédiaires. Mais l'avenir, c'est clairement pas de tout avoir dans le château fort en se disant qu'on truste tout. Ça ne marchera pas. Vous ne ferez pas de business dans ce modèle-là. Donc, ma maman me disait de ne pas parler aux gens que je ne connais pas. En fait, elle avait tort. Nous, on part du principe, d'ailleurs, on est sur un certain nombre de projets collaboratifs. Hein. Nous, on est dans le monde de l'open source, donc on publie nos codes. Et très régulièrement sur des projets collaboratifs, à chaque fois quand on dit on va échanger les documents, on va héberger un système pour que tout le monde puisse travailler, il n'y a que nous qui savons faire.
Parce que les autres, ils disent, bah ouais, mais nous, le firewall, il faut l'ouvrir, c'est compliqué, on ne sait pas authentifier les gens. Voilà. Il faut savoir faire. Effectivement, on a parlé tout à l'heure de la fédération d'identité et du single sign-on. Ça, c'est vraiment l'avenir. Le coffre-fort pour des mots de passe, c'est le passé. D'accord ? Je ne dis pas qu'il ne faut pas en avoir parce qu'il y a des phases intermédiaires, mais il ne faut pas se tromper, quoi. Il faut quand même investir dans la bonne direction. Tout ce qu'on va mettre en œuvre là, pour essayer d'y arriver, en fait, il y a une émission il y a quelques années, Le Maillon Faible. Bah oui, c'est clair que la sécurité, de toute façon, c'est une chaîne et qu'on attaquera toujours le maillon le plus faible. C'est ce que je dis aux gens. Si la manière la plus simple de voler votre voiture, c'est de casser la vitre, je vais casser la vitre. Si la manière la plus simple, c'est d'essayer toutes les solutions de la clé, je vais essayer toutes les solutions de la clé. Mais je vais forcément attaquer le maillon le plus faible. Et ça, c'est un point qui est très compliqué parce que comme la plupart des gens n'ont pas le système sous contrôle, il faut quand même le dire, la seule chose qu'ils savent sécuriser, c'est le mur d'enceinte. Donc en fait, ils sécurisent leur mur d'enceinte. Et donc, l'investissement est avant tout fait dans la sécurisation du mur d'enceinte. Je ne poserai pas la question parce que je ne veux pas être méchant, mais combien d'entre vous savent sécuriser leurs API ? C'est-à-dire combien d'entre vous savent offrir à leurs clients externes, non pas l'accès à des applications web, mais aux API. Maintenant, je passe à l'étape d'après. Combien d'entre vous savent ouvrir leur base de données ? D'accord ? Combien d'entre vous ont des applications qui utilisent les bases de données en mode pseudo-super utilisateur, c'est-à-dire que vous avez perdu le contexte de sécurité au moment où l'opération se fait sur la base de données. Je pense que c'est quasiment tout le monde dans la salle et dans l'audience. Il y a très peu d'exceptions. Donc ça, c'est des choses qu'il faut changer si on veut aller demain sur un modèle ouvert où effectivement on va pouvoir mettre en place une sécurité qu'on appelle le built-in. Alors on peut discuter du terme, mais enfin bon, natif. On va en reparler aussi, cette problématique aussi de preuve de l'identité et d'authentification. On est largement revenu là-dessus tout à l'heure, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, tout est finalement tout est digital. Et même si on a des outils de double authentification, et même si on a mis en place des process, on peut quand même se faire avoir. On a des cas connus l'année dernière en Angleterre où un dirigeant public qui intervenaient donc dans des conférences comme celle d'aujourd'hui, les hackers ont réussi à synthétiser sa voix. Hein, c'est vicieux, hein, mais la voix, finalement, voilà, on peut la synthétiser, c'est de la data. Hein, et donc, ils ont appelé la secrétaire ou le directeur financier. Hein, donc, la secrétaire qui passait toute la journée avec son patron, elle reçoit un ordre oral de virement. Hein, donc comment voilà, c'est quand même relativement assez vicieux. On a parlé tout à l'heure des attaques d'arnaque au président où les personnes qu'on appelle ça subtilisent les login passwords. Voilà, et donc l'une des problématiques, c'est voilà, peut-être que demain on sera sur voilà, sur de la biométrie pour pouvoir s'identifier. Ce sont des thématiques demain qui seront compliquées. Comment je prouve que je suis réellement la personne que je prétends être? Oui, on a d'ailleurs parlé tout à l'heure de détection, par exemple, de manière de taper au clavier, hein, de signature, de frappe. C'est quelque chose qu'on avait déployé en Nouvelle-Zélande il y a déjà un peu plus de 10 ans, donc ce n'est pas des technos récentes, hein, on les maîtrise bien. Je pense qu'effectivement, ce qui a été dit là est un point important, qu'on ira vers des systèmes de plus en plus durs au niveau des attaques. Maintenant, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que la très grande majorité des attaques se font sur des vulnérabilités connues. C'est-à-dire que les gens qui se font attaquer sur ce qu'on appelle des D0, c'est-à-dire des vulnérabilités non connues, c'est extrêmement rare. C'est avant tout des attaques d'État, d'accord ? Mais nous, lapins crétins, d'une manière générale, on est attaqué avec des vulnérabilités connues. Ça veut dire que si votre système est à jour, en fait, vous ne devez pas pouvoir être attaqué, d'accord ? Alors, maintenant, on entend dire, ah bah oui, je vais prendre l'exemple de la ville de Lorient, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de la ville de Lorient, mais par exemple, toutes les écoles sont encore équipées en Windows 7, d'accord ? Voilà. Alors, ce n'est pas forcément très grave pour les écoles, je ne dis pas, c'est une gestion de risque, et effectivement, on est là pour gérer du risque. Hein. Mais il faut le savoir, quoi. Si votre système n'est pas à jour, il sera attaqué. Et j'ai dit tout à l'heure, nous, on a entre 3 et 5 vulnérabilités par jour sur les systèmes qu'on maintient. On a 2000 à 3000 composants logiciels par système, ce qui veut dire qu'on a 1000 mouvements de code par jour. On reconstruit et on reteste les systèmes 100 fois par jour. Donc, si votre système, vous n'avez pas de système de mise à jour en continu, c'est sûr que vous créez un risque. Il est acceptable ou pas, ça c'est vous qui décidez. Mais avant tout, vous serez attaqué sur des vulnérabilités connues. Il y a des solutions de patch management ou de choses comme ça qui existent et qui peuvent aider là-dessus. Vous n'êtes pas obligé de passer tout à la mimine en permanence. Nous, c'est notre métier. Donc, voilà. Et on ne fait pas la mimine parce que je vous rassure que quand il y a
1000 mouvements de code par jour, vous ne pouvez pas le faire à la main. Ça, c'est... Philippe, donc quel est le rôle potentiel de l'open source dans cette ouverture de Château Fort dont tu parles? Nous, je ne dis pas que je vais être objectif, puisqu'en fait, on est des gens de l'open source. C'est clair que la grande force de l'open source, c'est qu'on peut garder la maîtrise de son système. C'est-à-dire qu'on est capable de le recompiler, on est capable de le reconstruire, on est capable d'avoir des systèmes de maintenance qui sont mondiaux. Il y a aussi des mécanismes de relecture. Et on ne peut pas, par exemple, avoir dans l'open source, qui est arrivé avec Microsoft, a eu une faille sur son système de crypto pendant 20 ans, qu'il le connaissait et qu'il n'a pas corrigé. D'accord ? Ça, c'est des choses qui ne sont pas possibles dans le milieu de l'open source. Donc, d'ailleurs, un point qui est très amusant, c'est que la cryptologie, qui est avant tout comme le fondement même de la sécurité, a été la première chose qu'on a rendue publique. C'est-à-dire que les militaires, d'accord, à partir des années 85 à peu près, on commençait à se rendre compte que les algorithmes de crypto qui étaient confidentiels étaient moins sûrs que les algorithmes de crypto qui étaient ouverts. D'accord ? Et effectivement, nous, on publie toutes nos règles de sécurité. Toutes nos règles de sécurité sont publiées. Elles sont relues, elles sont revues par des gens. Et d'une manière générale, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plus de gentils que de méchants. Donc, si vous publiez vos règles de sécurité, vous avez quand même de grandes chances que ce soit avant tout les gentils qui les regardent et que donc vous puissiez les corriger. Par contre, il faut être capable de les corriger. Ne publiez pas vos règles de sécurité si vous ne savez pas les corriger. Alors, quand on parle de corriger, on parle de test. Et c'est vrai que beaucoup de nos clients, quand on leur demande de faire des tests pour voir si tout est OK chez eux, nous disent toujours on fera ça demain, on fera ça après-demain. Comme on disait tout à l'heure, le 13 juillet à 20h, est-ce que tu peux venir et éventuellement, ce jour-là, ce ne sera toujours pas bon parce que le patron sera au Japon, il pourra se connecter sur le SI. Il faut mettre en place, chez nous, on a un outil qui s'appelle Chaos Monkey, qu'on utilise, qui est en fait donc un petit singe, comme dit son nom, qui tue les process au hasard, d'accord, dans l'infrastructure. Voilà. Et donc, si vous ne créez pas effectivement un niveau de perturbation continu dans votre infrastructure pour être capable de voir comment elle se comporte, et on a parlé tout à l'heure d'OVH, donc nous, on était chez OVH, on a 2 serveurs qui ont brûlé, on a redémarré l'exploitation en 1 heure, d'accord ? Alors, c'est vrai que c'est quand même une leçon, parce qu'on aurait dû redémarrer instantanément, en 3 minutes, de manière automatique. On a redémarré avec une opération manuelle en 1 heure. Donc, on n'était pas complètement au point. Mais on n'était quand même pas trop mauvais, quoi. Et donc, il faut vous préparer. Je veux dire, si vous ne vous préparez pas, vous allez forcément vous planter le jour où ça va arriver. C'est pas compliqué. Allez voir le gars qui s'occupe du système et lui dites, voilà, le système est en panne. Vous le bloquez en salle de réunion, c'est très facile. Hein. Vous dites, le système est en panne. Donne-moi tous les livres où il y a les mots de passe et les procédures pour redémarrer l'exploitation, sachant que le système a brûlé. On n'est même pas obligé de commencer par faire une vraie panne. On se contente de l'amener en salle de réunion, de demander d'expliquer le process. Je suis sûr qu'il y a plus des 2 tiers dans la salle, vous n'aurez pas la réponse. Je vois d'après les rires que vous vous sentez concerné. Décrire le process quand tout va bien, quoi. Si vous ne décrivez pas quand ça se passe bien, vous ne saurez pas quand ça se passe mal. Moi, je dis toujours aux gens, moi je fais du bateau, et donc en bateau, on a pas mal d'électronique, et sur les ports, il y a plein de gens où l'électronique ne marche pas. Et je leur dis toujours, si vous ne savez pas pourquoi ça marche, vous ne saurez pas pourquoi ça ne marche pas. Ça, c'est une règle de base. Et donc, il faut effectivement faire une analyse de comment ça marche. Et je ne sais pas si tout à l'heure, on parlera de l'IA, mais par exemple, si vous avez des mécanismes d'IA qui font de l'analyse de log, d'accord, ce qui est important, effectivement, c'est d'être capable de faire de l'analyse de log quand ça se passe bien, pour être capable de décrire le comportement de quand ça se passe bien. Sinon, vous ne pouvez pas décrire quand ça se passe mal. D'accord ? Donc ça, c'est un point qui est important. C'est maintenant que tu me parles de l'IA, parce que Inès, la grande ordonnatrice, m'a dit qu'il nous reste 3 minutes. On peut faire cuire des œufs, alors. Donc, vas-y, sur l'IA, c'est très intéressant. On l'a dit tout à l'heure, on a tellement de mouvements de code qu'en fait, on ne peut pas tout regarder. Ce n'est pas possible, hein, d'accord ? Quand vous êtes, je ne sais pas, si vous regardez vos firewalls d'attaque, vous avez peut-être 3 ou 5 attaques par seconde, en fait. Je veux dire, c'est énorme. Donc, déjà, ceux-là, vous les ignorez. Après, en général, on a une DMZ, et puis derrière, si vous avez des attaques dans la DMZ, par contre, ça doit lever un signal, d'accord ? Donc, maintenant, si vous voyez que sur vos attaques extérieures, il y a effectivement des changements de comportement, vous devez être capable de le détecter, d'accord ? Donc ça, c'est des choses qu'il faut...
Et honnêtement, à la main, c'est difficile à faire, quoi. Donc, alors après, on peut discuter le terme IA, moteur de règles, inférence, apprentissage automatique, tout ça, c'est très discutable. Mais par contre, ça doit être automatisé, c'est-à-dire que vous devez avoir des mécanismes qui reportent. Combien d'entre vous, par exemple, génèrent un rapport toutes les semaines avec la caractérisation des attaques qu'ils ont eues dans la semaine? D'accord? Il y en a combien? 2? Voilà, d'accord? Tout le monde devrait lever la main. D'accord? Si vous n'êtes pas capable de sortir ce document-là toutes les semaines, ça veut dire que en fait, vous n'êtes pas capable de voir si votre système dérive ou ne dérive pas. Voilà. Donc, avant même de faire de l'IA, tout simplement, un peu d'intelligence paysanne permet quand même de bien aborder le problème, quoi. Question, complément? Oui, je suis tout à fait d'accord avec tous vos principes, mais moi qui suis admin réseau depuis pas mal d'années, j'ai constaté que ce que vous proposez, c'est hors de portée de la plupart des PME financièrement. C'est-à-dire qu'en recherche, franchement, quand je vois tous les consultants qu'on demande tout ça et que le gars nous présente, monsieur, ça va vous coûter, pour ce que vous demandez, ça vous coûte 50 000 euros par mois minimum. 50 000 par mois, vous faites le tour là dans la salle, vous allez demander si les dirigeants sont prêts à payer, en plus de l'infrastructure. C'est-à-dire qu'il faut payer l'infrastructure, il faut payer tout le reste, les liens Internet, former les gens, trouver les bonnes personnes, parce que c'est ça aussi. Alors, on parle de ça, vous êtes une cinquantaine, c'est ça que vous avez dit? Non, on est 30, il ne faut pas 30, abuser. ouais, voilà. Vous êtes 30, mais vous imaginez les gens, pour payer quelqu'un dans une boîte qui fait que ça, où il n'y a qu'un salarié, c'est hors de portée pour lui. Enfin, moi, je suis d'accord avec tous vos principes, mais c'est super coûteux pour une société de faire ça. Et les opérateurs généraux ne font pas ce service-là. Ouais. Ils le font, Orange, ils le font, mais avec des prix mais ésotériques. Et, je vous donne un exemple concret, hein, je peux en parler sans citer le nom de la personne. Une migration de Office 365 en Exchange. Orange, pour la même chose, les prix oscillaient, hein, tenez-vous bien, entre 22 000 euros et 150 000 euros pour la même chose. Hein. Comment voulez-vous qu'un dirigeant derrière puisse fixer quelque chose? C'est comme si j'achetais une maison ou une voiture, vous comparez, vous achetez une Logan et puis vous avez le prix, à côté, on vous propose la Logan au prix de la Audi haut de gamme. Non, alors, il y a plusieurs réponses à ça. D'abord, il y a une évolution du business. Alors, moi, je suis fils de commerçant, d'accord, petit commerçant. Les petits commerçants ont quasiment tous disparu à cause des grandes surfaces, d'accord. Donc, il faut savoir que dans les révolutions, il y a toujours des morts, d'accord. J'ai bossé pour Nokia en Finlande, d'accord. Nokia a été le leader mondial de la téléphonie et en moins de 3 ans, il a disparu. Donc, je ne dis pas que c'est une bonne nouvelle, mais il y aura des morts. Ça, c'est une certitude. Tout le monde ne sera pas capable de faire évoluer son système d'une manière telle qu'il sera rentable avec ce qui va se passer demain. Après, pour le côté du coût, je pense que c'est aussi aux petites entreprises de s'organiser, de se fédérer pour gérer ses coûts. J'ai eu l'occasion de discuter avec mon comptable, d'accord, et lui dire, il ne comprenait pas le principe de l'open source. Il me disait, je ne comprends pas comment vous pouvez gagner de l'argent alors que vous ne vendez rien, d'accord. Et il disait, pourtant, je regarde votre bilan, c'est pas trop mal, donc il y a un truc qui m'échappe. Et je lui disais, en fait, ça vous coûterait beaucoup moins cher que tous les comptables se mettent d'accord et disent, on va payer quelqu'un pour qu'il mette en open source le logiciel dont on a besoin, plutôt que de continuer à acheter les logiciels. D'accord ? Donc, si effectivement les petites sociétés ne sont pas capables de s'organiser, de se regrouper, de travailler avec je ne sais pas qui, leur syndicat, avec peu importe qui, mais pour faire réduire ce coût, eh bien, elles feront faillite. D'accord ? Parce qu'effectivement, elles ne pourront pas s'intégrer dans le nouveau système. Voilà. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'alternative. Il y a certaines solutions aussi qui sont purement organisationnelles en fait, dans les sociétés, qui ne demandent pas forcément l'ajout d'outils ou de solutions matérielles ou autres. C'est juste effectivement, entre guillemets, de la bonne intelligence, quoi. Tout n'est pas forcément payant. Après, il y a des choses, effectivement, où là, quand on passe par des prestataires ou des partenaires qui peuvent avoir des coûts, effectivement, des fois assez importants, quoi. Oui, je souhaitais juste compléter le propos de Fouloup sur ce qui a été posé comme question. Il y a aussi un problème de maturité industrielle sur les solutions de sécurité qui sont proposées. Si on prend l'exemple de la SSO, ça fait longtemps que ça existe. Mais en tant que tel, tout à fait. Mais en tant que tel, les normes qui permettent déjà de le prendre en charge dans les navigateurs web, par exemple, elles ont été intégrées il y a quelques années seulement par les principaux navigateurs du marché et les fournisseurs de solutions qui permettent de l'intégrer facilement sur ces applicatifs commencent à peine à apparaître, commencent à peine à proposer des solutions.
Et donc, il y a aussi un coût de reprise, de R&D, etc. à faire. Donc, il y a une démocratisation qui va arriver. C'est aussi pour ça, je pense d'ailleurs, que la conférence parle de la cybersécurité de demain et non pas de celle d'aujourd'hui. Non, mais c'est sûr que la maturité est importante. Et on voit bien, par exemple, aucun d'entre nous n'est un grand pilote, et donc on ne sait pas freiner sur route mouillée, donc on a tous des ABS. D'accord voilà, donc l'ABS fait le boulot à votre place. Et donc on arrivera effectivement sur des modèles de ce type-là. Maintenant, nous, notre métier, c'est de sécuriser le cœur des systèmes d'exploitation. C'est vraiment ce qu'on fait. Et ce qui est amusant, c'est de voir que la plupart des gens, la question qu'ils posent, et d'ailleurs vous n'avez qu'à regarder sur la mailing list, c'est comment enlever les sécurités. Parce que la sécurité rend la vie insupportable à tout un tas de gens. Donc, je suis d'accord, il y a un problème de maturité psychologique, d'accord, d'accepter de vivre avec la sécurité, ça c'est un premier point. Et il y a un problème de maturité technologique. On est tout à fait d'accord. La sécurité doit être simple. Moi, je dis toujours, si l'homme de l'art, donc la personne qui a besoin de faire quelque chose, ne peut pas définir ses règles de sécurité, d'accord, parce que l'entreprise lui interdit, elle va les contourner. D'accord ? C'est obligatoire, parce que de toute façon, on lui demande de faire son travail, donc si elle ne peut pas le faire avec les règles qu'elle peut accepter, elle va contourner. Ça, c'est le premier point. La deuxième des choses, c'est que le responsable sécurité doit être capable de comprendre la globalité de la sécurité du système sans avoir besoin de rentrer dans le détail des systèmes, parce que les détails sont beaucoup trop compliqués. D'accord ? Je rappelle, une voiture, c'est 60 millions de lignes de code. D'accord ? Donc, l'expert sécurité qui doit voter la sécurité globale d'une voiture, il ne peut pas regarder le détail de tout. Et enfin, vous devez avoir un système de monitoring qui permet de vérifier que vous respectez ce que vous avez dit que vous alliez faire. D'accord ? Si vous répondez à ces trois contraintes-là, d'une manière générale, vous êtes à peu près dans les clous. Si vous n'y répondez pas, vous savez que vous n'êtes pas dans les clous. Et après, c'est une gestion de risque et comment vous faites un modèle de maturité pour aller vers un système que vous contrôlez, quoi. Philippe, c'est formidable. Nous, on a réservé la salle jusqu'à 18h. Donc avec grand plaisir, mais vraiment un vrai plaisir de continuer à discuter, à échanger